Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire tabac, et diététique. Je suis Vanessa Boulot, chargée de prévention à Addiction France et donc moi je vais tenir le rôle de l'animateur, de webinaire en vous posant, des questions avec les sondages et cetera et puis donc en étant vigilante à vous passer la parole si vous avez des questions. Donc on veut vraiment que ce webinaire soit le plus interactif possible, donc n'hésitez pas vraiment à prendre la parole, à nous solliciter, à arrêter, Alexia quand elle, dans ses présentations pour, poser des questions. Le but, c'est justement qu'on réponde au mieux à vos attentes. Voilà, donc je vais laisser, notre intervenante se présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Alexia Lutens, diététicienne nutritionniste au sein du département d'addictologie. Pour vous présenter très rapidement la structure, le département d'addictologie de Nancy consiste en un hôpital de jour où je travaille à temps plein depuis 3 ans. Et le département comprend aussi une équipe de liaison ELSA et la maison des addictions de Nancy également. Pour débuter cette petite présentation, on a voulu vous proposer un petit quiz sur le lien justement tabac et alimentation. Et comme l'a très bien dit du coup ma collègue, le but étant de permettre vraiment un échange et de travailler directement sur vous, vos attentes en fait de de cette petite conférence. Donc Vanessa, je vous laisse Donc mettre en vous allez place. voir normalement dans la conversation ou directement dans votre écran un petit sondage. Donc on vous demande, de remplir, ce sondage sur cette question. Je vais prendre au moins 10 kilos si j'arrête de fumer. Quand on vous dit ça, est-ce que vous êtes plutôt, tout à fait d'accord, assez d'accord, pas vraiment d'accord ou pas du tout d'accord avec cette affirmation? On verra pas qui dit quoi, hein, c'est pour avoir, on aura les résultats globaux. Donc je vous laisse compléter. Est-ce que ça marche bien pour tout le monde? On a 5 réponses du coup, je pense que c'est bon, 6, ouais, 6. Alors, vous êtes pas du tout d'accord avec, cette phrase pour 50 d'entre vous, 33 pas vraiment d'accord et 17 assez d'accord. On continue, Alexia? Tout le monde a participé, c'est bon du coup? On a 7 réponses. On peut directement faire un petit point du coup sur cette question. Oui. Cette notion-là sera bien sûr abordée pendant cette intervention. Pour vous spoiler un petit peu la chose, je vais prendre au moins 10 kilos, c'est peut-être un peu trop. C'est une moyenne un peu haute. Là, pour le coup, on est plutôt sur 2 à 3, voire 5 kilos max max. Les cas vraiment 10, 15, 20 kilos existent clairement, mais c'est clairement pas une généralité pour le coup des patients. Mais ça fait beaucoup parler étant donné que bien souvent, les prises de poids vraiment importantes sont quand même très importantes. Donc c'est assez mal vécu par les patients, c'est tout à fait compréhensible. Mais je suis assez d'accord sur le pas du tout d'accord, justement. C'est pas au moins 10 kilos. Ouais. OK. Alors, nous vous proposons un autre sondage. La cigarette a un effet coupe-faim. Pareil, est-ce que vous êtes tout à fait d'accord, assez d'accord, pas vraiment d'accord ou pas du tout d'accord? Nous avons 5 réponses pour le moment, 6 réponses et donc on est plutôt dans le d'accord. On est d'accord, du coup, c'est très bien. La cigarette a effectivement un bon effet coupe-faim, très bon allié minceur, hein, d'ailleurs, sur l'ironie, bien sûr. On en parlait tout à l'heure avec Vanessa, Lucky Strike, pour ne pas citer de marque, avait dans les années 70 lancé une campagne de publicité pour justement toucher les femmes un peu rondes qui souhaitaient faire un régime, en mettant en évidence une femme ronde du coup qui prend une cigarette en disant que c'était son allié minceur de fumer, ça lui permettait d'éviter de grignoter. Donc ouais, on pourra revoir sur le plan physiologique qu'est-ce qui se passe concrètement. Mais oui, la cigarette a vraiment un effet coupe-faim, ouais. OK. Alors on continue. Il est préférable de continuer de fumer plutôt que de grossir pour la santé.
Sans faute. On est carrément d'accord, il n'y a pas photo. Après, je vous cache pas que, bien souvent, le contact avec les patients, c'est kiff-kiff, en fait. Les patients pensent réellement que, prendre 10 kilos, ça aura le même impact sur leur santé que de continuer de fumer. Donc pour le coup, c'est une croyance, à prendre en considération. Si j'ai envie de fumer, je peux boire un verre de jus de fruits pour compenser. C'est plus partagé. Ah, c'est difficile! Est-ce qu'il y aura une réponse qui va vous départager? Ouais, carrément. On est plutôt sur le pas vraiment d'accord. Si j'ai 15 envies de fumer dans la journée et qu'à chaque fois je prends un jus de fruits, ça va faire quand même un sacré paquet de sucre. Donc pour le coup, c'est pas vraiment le genre de conseil qu'on va donner. Ça sera plutôt essayer de casser l'automatisme. J'ai envie de fumer, je vais peut-être faire autre chose. Je vais pas compenser par un rapport à l'oralité. Sinon, finalement, je vais juste faire des compensations alimentaires sur du long terme. Étant donné que le jus de fruits, c'est un apport principalement sucré, il n'y a pas un grand intérêt sur le plan vitamines, minéraux et fibres. Vaut mieux peut-être à la limite se dire j'ai faim, je me fais une collation, mais pas prendre un verre de jus pour couper l'envie de fumer. Ça va pas avoir un super effet. Alors, autre question. En arrêtant de fumer, je vais mieux sentir les goûts des aliments. À l'unanimité, on est d'accord, carrément. Et on va voir les explications juste après. Mais oui, il y a quand même un bon retour des goûts et des saveurs. Donc pour le coup, c'est un super moment pour les patients qui peuvent faire un petit peu découverte alimentaire, redécouvrir des goûts et des saveurs. Donc c'est plutôt intéressant. Ok. Et la dernière question sera: faire du sport nettoie les poumons. On n'est pas vraiment d'accord avec cette notion-là. Finalement, le fait d'aller faire un footing, ça va pas désencrasser les poumons. Ça va plutôt engendrer une bonne quinte de toux chez le fumeur. Non, ça n'aura pas d'effet comme celui-ci. C'est super, l'activité physique adaptée pour tout le monde, mais là, auquel cas, pour le fumeur, ça ne va pas changer grand-chose au niveau de ses poumons. L'inflammation, les effets secondaires de la combustion ne vont pas être. On ne revient pas en arrière juste en pratiquant une activité physique, en tout cas. Mais c'est une croyance aussi pour le coup, et ça accentue un petit peu la dépendance des personnes qui sont dans le tabagisme, parce que se donne un peu bonne conscience et finalement, bah, c'est bon, j'ai un peu marché, celle-là, je la mérite finalement, circuit de la récompense, et c'est encore plus dur de s'en détacher, quoi. Ok, merci beaucoup pour votre participation. J'espère que ça vous a déjà lancé un peu dans la présentation. J'attaque le diapo du coup, Vanessa. Mmh. C'est parti. Merci. Le petit sommaire. On va faire cette intervention en axant 4 notions principales. Donc, quelques notions de nutrition très rapidement, juste pour qu'on parle tous le même langage. Les conséquences du tabagisme sur notre corps et le rapport à l'alimentation. Les évolutions physiologiques à l'arrêt du tabac. Et un petit zoom sur l'alimentation. Pas tant l'alimentation, mais surtout des stratégies que vous pouvez proposer à votre entourage fumeur ou à vos patients. J'ai essayé vraiment juste de former des diapos qui sont assez concises et de vous donner un maximum d'informations vraiment axées stratégie pour les patients. Donc les petites notions de base. En termes de nutrition, c'est juste pour vous rappeler que notre corps nécessite un apport
énergétique basal, notre métabolisme de base en fonction de notre poids, de notre taille, de notre sexe. Ce besoin énergétique, c'est juste le nombre de calories dont on a besoin pour faire fonctionner notre corps vraiment de façon optimale. Et ensuite vient le rapport macronutriments. Du coup, on dispatche ce nombre de calories selon les glucides, les lipides et les protéines. Ce petit zoom-là est selon moi nécessaire juste pour prendre de la hauteur et se dire qu'on n'est pas qu'une machine compte calories et qu'en fait, il y a énormément de déterminants qui vont avoir des impacts sur notre alimentation. Je vous ai cité certains de ces déterminants. Donc, déterminants physiologiques, comme on vient de voir, le métabolisme de base. Également, tout ce qui est régulation neurométabolique, nos sensations alimentaires, en fait, tout simplement à la faim et la satiété. Sur le versant socioculturel, notre alimentation diffère d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, ne serait-ce qu'en Lorraine, si on compare notre alimentation ici et vis-à-vis du sud, finalement, qui présente plutôt un régime méditerranéen à base de fruits, légumes, huile d'olive, donc l'équilibre alimentaire, entre guillemets. Rien que ça aura un impact différent sur notre santé, sur les maladies cardiovasculaires, le climat, les ressources, le budget aussi va faire beaucoup, l'air de rien. Le budget qui peut être un levier motivationnel quand même assez important dans le cadre de l'arrêt du tabac. L'environnement social, familial et culturel aussi. Et tout ce qui est déterminant psycho-affectif, l'histoire alimentaire, goût et dégoût, le conditionnement. Partons du principe que dès lors que nous allons dire à un enfant qu'il faut absolument finir son assiette pour ne pas gâcher, à partir de ce moment-là, on aura déjà un impact non négligeable sur ses sensations alimentaires. Parce que, l'air de rien, peut-être que cet enfant n'avait pas nécessairement besoin de terminer son assiette. Lui dire de la finir, finalement, déjà là, on va l'éloigner de son alimentation intuitive. La personnalité, l'état émotionnel aussi, ce sont des déterminants psycho-affectifs très importants. On a tous des croyances alimentaires, nos modes de pensée, de fonctionnement diffèrent. L'image du corps aussi, surtout le corps de la femme, très médiatisé, qui prône un peu la minceur, tout ça, on le vit encore même en 2022. On n'est pas tous égalitaires aussi face au stress. On aura des personnes qui, selon le métabolisme, du coup, vont avoir tendance à compenser dans l'alimentation et du coup avoir tendance à prendre du poids en cas de stress. Et à l'inverse, d'autres personnes qui vont pas trop s'alimenter et du coup, à l'inverse, plutôt perdre du poids. Donc, tous ces déterminants sont super importants parce que vont aussi vous aiguiller dans les conseils que vous allez donner aux patients. On ne peut pas juste limiter le fait de vous allez arrêter de fumer, vous avez peur de grossir, en fait, limitez-vous tout simplement dans votre alimentation. Non, c'est trop restrictif, c'est vraiment dévalorisant en fait face à la personne qui est un tout et qui n'est pas juste une machine compte calorique. En tout cas, ces conseils restrictifs n'ont plus vraiment leur place dans les régimes, dans les conseils alimentaires actuellement. À présent, les conséquences du tabagisme. Pour aborder les conséquences du tabagisme, il faut déjà parler du produit phare, qui est la nicotine, du coup la fameuse substance psychoactive de la cigarette, qui est un super déterminant physiologique, étant donné que c'est elle qui va modifier l'équilibre poids-dépense énergétique. Sans parler de l'effet coupe-faim, vraiment juste là, on a tendance à penser que la nicotine crame un peu des calories. En fait, l'air de rien, c'est surtout que ça augmente les dépenses énergétiques d'environ 10%. Ce phénomène-là, c'est à court terme et dose dépendant. En fait, il s'avère que ce phénomène-là se met en place au début du tabagisme chronique, une fois que nous commençons à être dépendants et que nous commençons à fumer un peu tous les jours, finalement. Ça a tendance à se stabiliser sur du long terme et à engendrer plutôt un sous-poids et pas de compensation des apports. Et là, en fait, ça vous permet peut-être de mettre le doigt sur le fait que, à l'arrêt, bien sûr qu'il peut y avoir une prise de poids, mais c'est pas tant une prise de poids, c'est juste simplement un retour au poids qu'on aurait dû faire sans la présence de cette substance. Les autres conséquences du tabagisme, c'est entre autres la modification du goût, qui explique en partie les apports alimentaires des fumeurs. Pour vous parler rapidement des apports alimentaires des fumeurs, j'ai une petite diapo après, je vais vous la montrer. Étant donné que le tabagisme va avoir tendance à créer une inflammation au niveau buccal, en fait, on vient cramer les papilles gustatives et les muqueuses, on va avoir tendance à saler un peu plus, à sucrer, à manger des choses un petit peu plus grasses pour simplement mieux sentir les choses, tout simplement.
Je vous le montre dans ce petit tableau. Hop. Les apports nutritionnels des fumeurs, ça va être plutôt un apport lipidique principalement des acides gras saturés et un peu moins d'acides gras polyinsaturés. Moins d'apport en fibres, moins d'apport simplement en fruits et légumes. Donc moins d'apport aussi en vitamine C, E, carotène. Donc un peu carencé en vitamines, également en certains minéraux, ce qui n'est pas mis là. Et une augmentation de la consommation de caféine et d'alcool parce que ce sont des excitants. On aura également un lien avec les troubles du comportement alimentaire, surtout chez la femme. Je me permets de vous poser la question, est-ce que vous savez pourquoi? Vous n'avez pas... Bah là, principalement, le côté... je ne veux pas répondre avant vous, non. C'est principalement, en fait, le côté médiatique. Hein. On met en place quand même des régimes depuis très longtemps chez les femmes pour prôner, encore une fois, l'image de la minceur. Donc, du coup, c'est juste une pression supplémentaire sur ce comportement alimentaire. Donc là, auquel cas, il y a aussi toute la partie le tabac va aider les gens à mesurer leurs apports alimentaires, étant donné que ça a un très bon effet couplant. Effet anorexigène. Je vous présente très rapidement aussi cette petite diapositive. De façon physiologique, deux hormones nous modèrent en fait nos sensations alimentaires, la gréline et la leptine. Les conséquences du tabagisme sur ces sensations alimentaires, simplement dues en fait au fait que la nicotine va avoir un effet d'inhibition de l'activation de la gréline. Donc du coup, on va diminuer la prise alimentaire et en plus accentuer l'effet satiétogène en augmentant la sécrétion de leptine. Donc du coup, tous les facteurs sont là pour avoir un effet coupe-faim. D'où en fait le lien avec le comportement alimentaire. Ça, c'était quelques conséquences du tabagisme. Maintenant, on va passer aux évolutions à l'arrêt du tabac, sur une note un petit peu plus positive. Ou pas, pour le poids. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette petite hausse en fait, du métabolisme de base, on va venir récupérer ce poids-là. On le sait quand même depuis les années 90 qu'il y a une prise de poids éventuelle à l'arrêt du tabagisme, en moyenne 2,8 kg chez les hommes, 3,8 kg chez la femme, après ajustement. Et on voit bien qu'en fait, les prises de poids supérieures à 13 kg, c'est quand même chez une minorité de personnes. Ce n'est pas une prise de poids qui est obligatoire, étant donné que si on part du principe que les personnes sont dans une démarche de mieux-être global, il peut y avoir mise en place d'une alimentation équilibrée et pourquoi pas un retour à l'activité physique adaptée également. En fait, on peut envisager cette période comme un renouveau physiologique, en fait, à reprendre de bonnes habitudes de vie. Donc et pour les personnes chez qui il y a prise de poids, bien souvent, ça a tendance à se stabiliser et à se lisser sur du long terme. Donc c'est même pas obligatoire. Bien souvent, en fait, je remarque chez les patients que c'est l'idée de la prise de poids qui est vraiment gigantesque et qui est un énorme frein, bien plus que la prise de poids en elle-même. Les autres évolutions à l'arrêt du tabac sont aussi des difficultés d'adaptation aux sensations de faim. Oui, imaginons un patient qui fume depuis son adolescence, on peut partir du principe que bien souvent, il y a eu des repas qui ont été sautés ou un peu éloignés parce qu'ont été compensés par des cigarettes. Donc là, c'est aussi être à nouveau au contact de ces sensations-là, pouvoir les reconnaître et répondre de manière adaptée à ces sensations. Et ne pas justement gérer les envies de fumer ou le manque gestuel par la nourriture, comme on l'a vu tout à l'heure avec le jus de fruits. Pas plus tard que ce matin, j'ai animé un groupe avec les patients et pour eux, manger une sucette à la place d'une envie de fumer, c'était une stratégie plutôt intéressante. Mais comme on l'a vu avec le jus de fruits, s'il y a 15 sucettes dans la journée, sur des semaines et des semaines, ça va plutôt générer une prise de poids ou diabète, quoi. Donc pour le coup, ça serait plutôt travailler sur les automatismes et casser en fait ce gestuel-là, venir travailler sur les émotions et ainsi de suite. Les autres évolutions, comme on l'a vu dans le quiz, l'amélioration des sensations gustatives, ce qui va clairement favoriser la diversité alimentaire chez ces patients.
Les sensations gustatives reviennent, comme on l'a vu tout à l'heure, très rapidement. En fait, les papilles gustatives et les muqueuses se renouvellent en l'espace de quelques jours et ça peut être, un moment privilégié pour les patients de travailler justement sur leur quantité de sel et de sucre dans la vie quotidienne. Non pas dans une démarche d'éviction, hein, mais plutôt, de retravailler justement sur le vrai goût des aliments. Les autres évolutions qui peuvent être problématiques, cette fois, l'apparition de compensations alimentaires, de par le lien très étroit avec le circuit de la récompense. Pour vous présenter un petit peu la chose, partons du principe que bah, tiens, j'ai bien travaillé ce matin, du coup, je mérite ma pause cigarette. Là, ce circuit de la récompense a été bien activé, la nicotine est là, donc ça a été stimulant et ainsi de suite. Il n'y aura plus ce moment-là. Par contre, les pensées, tiens, j'ai bien travaillé, je mérite un truc, ça sera encore présent. Et là, très rapidement peut apparaître, ah bah tiens, je vais peut-être me manger un petit truc, je vais passer à la boulangerie, je vais me faire un plaisir. En soi, si ça arrive de temps en temps, c'est absolument pas problématique. Si par contre ce fonctionnement devient quotidien et devient clairement nécessaire, là on va parler de comportement alimentaire peut-être un peu inapproprié. Et là, le circuit de la récompense a pris le dessus en fait sur tout ça. Donc là, ne serait-ce que de pointer du doigt le fait que c'est devenu un comportement automatique, c'est déjà intéressant. Les autres évolutions à l'arrêt du tabac, on peut aussi mettre le doigt ou aggraver des troubles du comportement alimentaire qui étaient jusqu'à présent compensés par le tabagisme. Ça se voit beaucoup dans le milieu sportif, par exemple la danse classique, où les jeunes filles peuvent être amenées à devoir vraiment contrôler leur poids de façon obsessionnelle. Là, auquel cas, l'effet coupe-faim de la cigarette, c'est nickel, ça fonctionne super bien. Par contre, le jour où il n'y a plus, bah là, on peut clairement mettre le doigt sur le fait qu'il y a de l'anorexie derrière, il y a des grosses compensations, il y a un besoin de faire du sport à fond. Donc là, pour le coup, on peut être assez attentive à ces problématiques et prévenir, sensibiliser un petit peu à ces troubles-là. Ce qu'il ne faudra pas négliger dans cette démarche, c'est que le fumeur est bien souvent dévalorisé. On a quand même tendance à parler de volonté. C'est quelqu'un qui a une image corporelle qui est quand même rabaissée. Et en fait, le risque de reprise du tabagisme, si la prise de poids est présente, est quand même très important. Donc il faut bien travailler les motivations et les freins en fait, à l'arrêt du tabagisme avant de se lancer dans cette démarche-là. Et j'attire votre attention sur justement les conseils alimentaires qui peuvent être trop restrictifs ou trop normatifs, qui vont plutôt avoir tendance à favoriser l'apparition de la restriction cognitive, ce que je vais vous définir juste après. En fait, je vois souvent des patientes qui arrivent dans cette démarche de vouloir arrêter de fumer et en même temps se disent bah tiens, pour ne pas prendre du poids, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire un régime. Comme ça, au moins, je suis sûre. J'arrête de fumer et en plus, je fais un régime. On multiplie le risque d'exploser en plein vol finalement parce que la restriction du tabac plus la frustration alimentaire fait que c'est peut-être un peu trop en fait. Pour venir précisément sur la restriction cognitive, c'est l'intention de contrôler ses apports caloriques en s'imposant un ensemble de règles et d'interdictions alimentaires dans le but de maigrir ou du moins de ne pas grossir. Donc là, pour résumer, c'est juste partir du principe que là, l'alimentation n'est plus contrôlée par des facteurs externes, par des facteurs internes, pardon, mais plutôt par des facteurs externes, donc ce que moi je pense être bon en fait pour moi, et non pas mes besoins physiologiques, mon alimentation intuitive. Ce graphique le résume plutôt bien. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite perdre du poids. Elle va mettre en place tout un tas de choses, se priver, faire des efforts, principalement s'éloigner de ses sensations alimentaires internes, donc son besoin. Si je crée un déficit calorique, bien sûr que je vais perdre du poids. Ça fonctionne. Je me sens bien, valorisation, bonne estime de moi-même et ainsi de suite. Jusqu'à ce que mon corps, lui, s'adapte et se dise moi, 1800 calories, je suis quand même vachement bien. Là, 1200, je suis un peu privée. Donc, stop, là, je vais calmer un petit peu le jeu. Je vais me mettre un peu en état de famine parce que, en fait, le peu qu'on va m'apporter, je vais le mettre de côté en cas où. Là, en fait, on va rencontrer un palier. Voir chez certaines personnes, ça peut être synonyme de prise de poids.
Ça va engendrer clairement une grosse mésestime de soi. Imaginons la patiente qui s'est mise dans le régime, qui a fait beaucoup d'efforts, qui s'est privée énormément. Là, pour le coup, il n'y a plus de résultat. C'est hyper frustrant et on risque clairement de perdre le contrôle et d'avoir des excès en fait hyperphagiques dans son alimentation. Ce qui peut être du coup ce qui va engendrer la reprise de poids et ainsi de suite. La boucle est bouclée. Là, concernant la restriction cognitive, c'est important d'en parler dans le cadre du tabac parce que quand on regarde entre le je veux perdre du poids et je vais mettre en place des choses, il y a cette case hyper-contrôle. L'hyper-contrôle, clairement, est accentué par le tabagisme. Et sur la case désinhibition, entre l'adaptation physiologique et la frustration, en fait, la perte de contrôle que nous pouvons rencontrer dans le cadre d'un régime avec l'alimentation, là, le risque, ça serait de reprendre la cigarette. Ça serait clairement, ah bah tiens, là, je stagne, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais reprendre la cigarette, en fait, ça vaut pas le coup. Donc, sur des personnalités un petit peu fragiles, c'est pas déconnant de présenter un petit peu ce schéma en expliquant qu'il ne faut pas non plus se lancer à corps et âme perdu dans un régime avec des règles très rigides, plutôt aborder ce moment comme un retour au bien-être global. Mais on va revoir ça juste après. Est-ce que sur cette notion-là, vous avez des questions? La restriction cognitive, c'est un modèle qui a été développé dans les années 70 par 2 psychiatres. Enfin, ça prouve quand même que ça fait 50 ans, en fait, qu'on est au courant que les régimes, c'est des conneries. Et pourtant, on en apprend encore et tous les jours, il y en a un qui sort aussi sur le marché. Donc pour le coup, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas. Ou encore, je vous donne des références à la fin sur ces notions-là qui sont plutôt bien expliquées par c'est le groupe de réflexion sur le surpoids et l'obésité à Paris. Ils font des outils super pédagogiques très intéressants sur leur site internet. Je vous donnerai ça à la fin, il n'y a pas de souci. C'est OK, pas de questions? OK. J'ai perdu le fil. Petit zoom sur l'alimentation du coup. Donc effectivement, la prise de poids à l'arrêt du tabac, c'est un grand frein. Pour éviter la mise en place de la restriction cognitive, du coup, on va éviter au maximum de proposer des régimes qui ne sont clairement pas une solution viable à long terme pour les patients. Ils accentuent les risques de troubles du comportement alimentaire et de yo-yo. Les troubles du comportement alimentaire, là, auquel cas, ça serait la perte de contrôle, les accès à un peu de compensation alimentaire, l'hyperphagie. Chez certaines personnes, ça peut prendre quand même des proportions vraiment incroyables. Je rencontre de façon très régulière des femmes d'une soixantaine d'années qui ont bercé dans les régimes toute leur vie et arrivées à 60 ans veulent arrêter de fumer, sauf que là, on part déjà avec une petite balle dans le pied parce qu'elles ont été formatées dans ce côté hyper-contrôle, hyper-contrôle. Très difficile de leur dire de lâcher prise à ces personnes-là. Pour prévenir par contre la prise de poids éventuelle ou limiter la casse chez les personnes que vous sentez à risque de faire des compensations alimentaires, des choses comme ça, pourquoi pas diriger, proposer un point de nutrition avant l'arrêt, pendant et essayer au mieux de suivre le après. On peut aussi amener les choses sur un mode un peu, on va relativiser finalement, côté santé, c'est quand même plus intéressant d'arrêter de fumer que de prendre quelques kilos. Je voulais vous le mettre quand même, mais en fait, le relativiser, bien souvent, c'est mal reçu par les patients, en fait, hein. Ils ont leurs craintes, on se doit d'écouter leurs craintes et finalement, c'est pas déconnant que pour eux, en fait, la prise de poids peut avoir des proportions, quand même importantes. Moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure déjà, on peut tout à fait aborder cette période comme un renouvellement global de l'hygiène de vie, avec une remise en forme, de l'activité physique adaptée, sans pour autant dire: «Allez, il faut à tout prix aller, s'inscrire à la salle de sport», ne serait-ce que de marcher un petit peu sur les moments où justement j'ai envie de fumer, je vais aller m'aérer un petit peu, ça sera déjà pas mal. Ça peut être un moment où on va travailler sur l'alimentation. Attention, travailler sur l'alimentation ne veut pas dire pour autant, mettre en place, un régime ou de l'équilibre alimentaire, mais juste se dire: «Bah tiens, je vais peut-être, limiter un petit peu le sucre, 2-3 fois par semaine et puis, je vais augmenter un peu ma part de légumes». En gros, hein, c'est très bateau ce que je vous dis, mais ça serait déjà énorme. Et il y a aussi sur, le côté plutôt approche thérapie cognitivo-comportementale, travailler sur la recontextualisation. Travailler avec le patient sur ses réelles préoccupations. En fait, pourquoi est-ce que j'ai réellement envie de fumer? Si c'est pour la santé, si c'est pour ma qualité de vie, mon épanouissement personnel
est-ce que finalement, j'aborderai pas l'alimentation comme une manière de me réconcilier avec mon corps, pas avec mon poids, mais juste avec mon corps, avec moi-même? Pourquoi pas accepter aussi l'alimentation dans sa globalité et pas avec les restrictions et les je dois ou je ne dois pas. Oser vivre ma vie. Pour le côté un peu stratégique, je voulais vous proposer, c'était en fait, ce que je travaille beaucoup avec les patients, c'est aussi la mise en place d'objectifs SMART, donc des petits objectifs qui sont facilement réalisables. Ce sont des objectifs qui sont spécifiques, je sais ce que je veux faire. Si je prends l'exemple du j'ai envie d'augmenter ma consommation de fruits et légumes, bah, mesurable, je vais en manger 2 fois par semaine, par exemple, ça sera déjà pas mal. C'est atteignable. Est-ce que c'est réalisable dans mon champ d'action? Eh ben, je vais travailler, je vais voir du coup si je peux aller faire mes courses le mardi à telle heure et je peux le faire une semaine sur deux, par exemple. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que selon moi, c'est en adéquation avec mes valeurs? Si ma valeur, c'est de prendre soin de moi, là, ça prend sens finalement, un peu comme le retour à l'activité physique. La notion de temporalité est importante aussi, comme ça nous axe dans le concret aussi. Quand est-ce que je vais mettre ça en place? Combien de temps je vais le faire aussi? Je vais attaquer à partir de la semaine prochaine et je vais essayer de voir si je le tiens jusqu'à décembre. Et après, peut-être que si je l'ai tenu jusqu'à décembre, je vais pouvoir pérenniser la chose sur du long terme. En consultation, j'utilise souvent cette métaphore des échelles. Je montre ces deux échelles aux patients et je leur présente le fait que sur l'échelle de droite, on a des paliers qui sont très importants et à côté des paliers plutôt intermédiaires. Là, en fait, les paliers, on va faire un parallèle avec les objectifs. À droite, ces grands paliers, ça va être par exemple, je vais essayer d'aller faire un footing tous les matins. C'est quand même un objectif qui n'est pas facilement atteignable, qui va demander quand même beaucoup d'énergie. Ça risque de ne pas tenir très longtemps. Le risque, c'est que si je n'atteins pas ce palier-là et que je n'arrive pas à le pérenniser, c'est que je vais tomber. Et au vu du palier, pour le coup, je vais tomber de haut et je vais me faire mal. Je vais me dévaloriser, il y aura de la mésestime de moi. Finalement, c'est pas vraiment un objectif que je vais conseiller. C'est peut-être un petit peu trop ambitieux. Par contre, si on prend l'échelle de gauche, on va essayer de trouver des stratégies un peu intermédiaires, des stratégies concrètes. Là, auquel cas, plutôt que de faire un footing tous les matins à 8 heures, peut-être ne serait-ce que d'aller marcher 2-3 fois par semaine, ça me semble déjà un peu plus atteignable. Ça va pas me demander trop d'énergie non plus. C'est quelque chose que je peux pérenniser sur du long terme, hein, ça, j'en suis clairement capable. Et ça va me valoriser, vu que j'en suis capable, ça, c'est concret. Donc, je vais peut-être passer au palier d'après. Et si le palier d'après, je ne l'ai pas tout à fait atteint, il y aura encore ce palier-là qui va pouvoir me maintenir ma motivation et toujours me valoriser. Donc, cet outil-là, je vous le conseille, ça tilte plutôt bien pour le coucher des patients, c'est assez intéressant. J'aime pas spécialement parler de poids, mais au moins, en fait, on peut maintenir, en fait, leur démarche de perte de poids ou de maintien du poids sur cette échelle en le mettant tendre vers et après, progressivement, mettre les strates, en fait, avec les objectifs intermédiaires. Et au moins, les objectifs intermédiaires, une fois qu'ils sont là, c'est concret. Les jours où les patients sont un peu démotivés, on peut s'asseoir dessus, en fait. On peut vraiment s'appuyer sur ça. Concernant les conseils très pratico-pratiques, la meilleure chose que je puisse conseiller aux patients, et c'est d'ailleurs tout à fait sincère, je leur dis comme ça, c'est d'essayer de manger à leur faim, lorsqu'ils ont faim, et de ne pas manger quand ils n'ont pas faim. Ce qui engendre effectivement un travail sur les sensations alimentaires et un gros travail de reconnexion aux sensations alimentaires justement. C'est pas toujours évident comme travail, étant donné que si on a des années de tabagisme derrière nous, c'est vraiment pas clair en fait cette notion de faim. Donc ça nécessite peut-être un accompagnement spécifique, encore une fois, avec une diététicienne ou un médecin nutritionniste, ou même certains psychiatres formés aux troubles du comportement alimentaire peuvent aiguiller. On a des structures très sympas dans les coins. Si ça fait partie de vos questions, on pourra en parler juste après. Et on va au maximum éviter les règles rigides, être au mieux tolérant et au mieux bienveillant aussi. La notion de tolérance et de bienveillance n'est pas toujours très bien acceptée par les patients, mais progressivement, on a un petit travail qui peut fonctionner quand même.
Je vous ai mis quelques infos complémentaires. Le gros, du coup, dont je vous parlais tout à l'heure, concernant la restriction cognitive, avec leurs sources qui sont vraiment super intéressantes. Un faux tabac service, le mois sans tabac, bien sûr, et d'autres références de toutes les notions dont je vous ai parlé au niveau des hormones, au niveau du métabolisme de base. Si ça vous intéresse, si vous voulez aller un petit peu plus loin, pour le coup, vous avez les références ici. Est-ce que vous avez des questions? Je suis allée super vite. Donc, n'hésitez pas. Alors, on a une question. Allez-y, Catherine. Oui, bonjour, je fais partie de la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin et je voulais savoir, enfin, il y a pas mal d'études et en tout cas, enfin, moi, il n'y a pas beaucoup de données, mais est-ce que vous avez des éléments sur le lien entre, du coup, l'éventuelle possibilité de développer un diabète avec la consommation de tabac et notamment, normalement, enfin, moi, j'avais arrêté de fumer, j'avais téléchargé une appli et elle m'indiquait en fait à partir du moment où mon insuline revenait à la normale. Et du coup, théoriquement, il y a aussi un enjeu sur l'insuline et du coup, une forte probabilité qu'un fumeur puisse devenir diabétique en restant fumeur, quoi. Oui, oui, oui. Bougez pas, j'ai un petit document, je vais essayer de vous le partager. Ah. Oui, oui, carrément, il y a un lien qui est assez clair. Je l'avais trouvé en faisant un cours pour le DU Tabaco. D'accord. Excusez-moi, je ne suis pas sur mon ordi habituel. Alors, je ne sais pas si... Mais je pense en plus que ça doit être dans les références que je vous ai mis à la fin. Parce que j'ai utilisé plus ou moins les mêmes notions. Alors, en fait, ce qui est mis en évidence, c'est l'activation du système sympathique. Vu qu'on a une mobilisation des réserves adipeuses, on aura dans un premier temps, du coup, une inhibition de la sécrétion d'insuline et une diminution de la lipogénèse. Et du coup, à l'arrêt, justement, ça prend quelques semaines, il me semble, à la remise aux normes, en fait, de ces mobilisations-là. Est-ce que ça a répondu à votre question ? Oui, ça répondait à la question, mais du coup, est-ce qu'on sait aujourd'hui, j'avais vu il y avait un article qui disait qu'il y a à peu près plus de 40%, je crois, plus de chances, enfin de risque pour le coup, d'avoir un diabète quand on est fumeur que quand on ne l'est pas. Je ne sais pas si vous avez plus d'éléments à ce jour, des choses sur lesquelles on peut peut-être se référer. Voilà. Là, concrètement, non, je ne les ai pas, les références vis-à-vis de ça. Après, j'imagine qu'il y a effectivement un petit peu de ça et également le circuit de la récompense et les compensations du coup plutôt sucrées en fait qui en découlent, avec une plus forte appétence justement pour les produits sucrés. Ouais. Je pourrais vous envoyer le lien, l'article si jamais. Enfin, ils disaient qu'ils n'arrivaient pas à expliquer vraiment, mais qu'en gros, il y avait voilà, un lien, que l'insuline fonctionnait. En fait, que je pense qu'il y a des substances dans la cigarette qui doivent inhiber la sécrétion d'insuline et du coup faire en sorte que, voilà, je sais pas, ça doit dérégler. Et du coup, mais ils arrivaient, enfin, pour l'instant, ils sont vraiment au début des recherches, quoi. Ouais, c'était pas encore. Ok. Ah oui, bah avec plaisir du coup. Ouais. Ouais, non, je regarde. Ouais, non, j'ai pas plus de. Non, ouais, désolée. Mais ouais, je pense que ça peut être carrément intéressant. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup. Après, je pense que il y a aussi un lien assez important avec la diapo que je vous ai présentée ici, entre autres.
un peu comme à l'image de la personne qui présente un trouble de l'usage à l'alcool, on a quand même de fortes similitudes en fait sur le mode alimentaire de ces personnes-là. Et en fait, vous voyez, on a quand même des catégories alimentaires qui sont mises de côté. Et sur ces populations-là, on a quand même une forte consommation d'alcool, de caféine et du coup, beaucoup de sucre, en fait. Donc ça peut être, un lien également. Après, de toute façon, je pense que c'est multifactoriel, hein. On n'a pas qu'un seul lien qui est fait. Je pense que quelqu'un est en train de rédiger une question dans la conversation. Je vois les 3 petits points. OK. On va voir si ça quelle est cette question? Donc c'est: est-ce que la prise de poids est plus conséquente selon la quantité de tabac consommée avant l'arrêt? Mmh. Là, je vais me baser uniquement sur, les retours de patients que j'ai pu avoir. Non, pas spécialement. Par contre, on voit, surtout chez les patients qui avaient une forte consommation, donc une forte dépendance à la nicotine, heu, c'est des patients qui s'en sortent un petit peu mieux, en fait, dans leur abstinence, tabagique. C'est des patients qui arrêtent, peut-être un petit peu plus du jour au lendemain, qui n'ont pas toujours besoin de traitement de substitution nicotinique et en fait, finalement, arrêtent sur du plus long terme que des personnes qui sont un petit peu dans l'approximation, qui se disent: «Bah, finalement, c'est pas si grave ma consommation». Mais non, pas tant. Par contre, à mes yeux, il y aurait quand même peut-être plus de risques, hein, la question, je pense comprendre où vous voulez en venir. Parce qu'en fait, on aurait tendance à se dire qu'il y a peut-être, plus d'oralité justement, plus de gestuelle et ainsi de suite. Mais au final, les personnes qui fument beaucoup, qui sont très dépendantes, vont justement encore plus casser leurs automatismes, donc du coup, auront peut-être moins tendance à y aller. En tout cas, sur nos patients ici, il y a pas une très forte corrélation. Par contre, on fait quand même une grosse différence, les patients qui, arrêtent, de fumer avec, la mise en place d'un traitement de substitution nicotinique, ont, beaucoup moins de prise de poids, en fait. Sont beaucoup mieux régulés parce que, ont beaucoup moins besoin de compenser, ont beaucoup moins d'effets secondaires. Donc ça, pour le coup, on n'est pas pro traitement, de substitution nicotinique, mais l'air de rien, c'est quand même beaucoup plus confortable pour le patient. Ça limite quand même énormément la casse et ça rassure aussi les personnes qui ont peur de prendre beaucoup de poids. Sachant que les traitements de substitution nicotinique peuvent être prescrits par beaucoup de professionnels de santé maintenant, dont les infirmières, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter, à les proposer. Après, ça nécessite quand même de bien les adapter aussi, pour pas que les patients soient trop dosés non plus ou, que ça soit juste bien pris, hein. Bien souvent, les patients ont tendance à prendre les gommes à mâcher comme des chewing-gums et au final, ça sert pas à grand chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole, on n'est pas nombreux. Non? Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Alexia? Non, pour le coup. Je suis allée un peu vite sur mes diapos, je pense. J'espère que c'était clair. Bon, bah, écoutez, s'il y a pas d'autres questions, bah, je vous propose qu'on s'en arrête là. Je vois pas non, d'autres questions. Dernière chance? Non. Bah, écoutez, avant de nous quitter, parce que je vais partager dans la conversation un lien, vers, une enquête, de satisfaction pour savoir ce que vous avez pensé du temps qu'on vient de passer ensemble.
Donc je vous demande de le faire peut-être, maintenant, voilà, dans les minutes qui suivent, comme ça c'est fait. Et puis après, bah, voilà, on pourra se quitter. Alors, donc le replay du webinaire sera en ligne sur le Mois sans tabac, enfin sur le site, Mois sans tabac Grand Est, hein, dans la partie webinaire 2022, et vous aurez également le diaporama qui sera téléchargeable également. Donc Rebecca aussi Magnoga, qui est notre ambassadrice Mois sans tabac est avec nous, aujourd'hui. Est-ce que j'ai rien oublié, Rebecca? Non, tu as tout dit. Bon, bah, Voilà, c'est très bien. la vidéo ainsi que le support de présentation. Bon, bah, c'est parfait. Voilà, donc n'hésitez pas, toutes les personnes voilà, qui seraient intéressées, pour télécharger ça, voilà, dès que possible. Voilà. Et merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Merci à vous. Bon, merci à tous et donc je vous souhaite une bonne continuation, un bon mois sans tabac, parce qu'on est en plein dedans, et puis donc sachez qu'Addiction France reste à votre disposition, et n'hésitez pas à contacter vos référents territoriaux si vous avez besoin de notre aide pour la mise en place d'actions. On est toujours présents. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.